les lumières fluorescentes du couloir de l'hôpital Sainte. Mary's bourdonnait au-dessus de la tête d'Everett Armstrong, tandis qu'il marchait d'un pas mesuré, ses chaussures en cuir claquant contre le sol poli. À 42 ans, il se tenait avec la confiance tranquille d'un homme qui avait bâti son succès à partir de rien. Ses cheveux sombres montraient des traces de gris aux tempes, et ses yeux bleus perçants ne manquaient rien. Il était venu rendre visite à Madame Shun, une voisine âgée qui s'était cassé la hanche en lui apportant le roman policier qu'elle aimait tant. « Vous êtes trop gentil, Everett », dit Madame Shun, sa main ridée tapotant la sienne. « Votre fils Justin a votre bon cœur ?» Everett sourit. « Il est à Northwestern maintenant, en train d'étudier l'informatique, premier de sa classe. » La fierté colorait sa voix. Justin était tout pour lui, intelligent, ambitieux et non entaché par le cynisme qui s'insinuait parfois dans la vision du monde d'Everett. Il avait élevé Justine en grande partie seul après que sa première femme, Sarah, soit morte d'un cancer alors que le garçon n'avait que 7 ans. Ces années avaient été brutales, équilibrant son travail de comptable judiciaire avec la paternité célibataire, mais il s'était rapproché, développant le genre de lien que seule l'adversité partagée pouvait forger. Il avait rencontré Diane Mayer 3 ans plus tôt lors d'un gala de charité. Elle était belle, élégante, et semblait sincèrement intéressée par lui et Justine. La romance tourbillonnante avait ressemblé à une seconde chance au bonheur. Ils s'étaient se marier en moins d'1 an. En rentrant chez lui à Lincoln Park, Everett réfléchissait à la façon dont sa vie s'était stabilisée. Son cabinet de comptabilité judiciaire prospérait. Il se spécialisait dans la découverte de crimes financiers, aidant les forces de l'ordre et les entreprises à tracer l'argent à travers des réseaux byzantins de sociétés écrans et de comptes offshore. Ce travail convenait à son esprit analytique et lui procurait une satisfaction au-delà du revenu substantiel qu'il générait. La maison était sombre à son arrivée. Diane rendait visite à sa mère à Naperville. Se rappela-t-il, Everett desserra sa cravate et se versa un bourbon, s'installant dans son bureau. C'était son sanctuaire, tapissé de livres sur la criminologie, la finance et son plaisir secret, les romans policiers vintage. Il appréciait l'élégante simplicité des histoires de détectives noirs où la justice, bien que retardée, était inévitable. Son téléphone affichait un message de Justin. « Je t'appelle demain ? Papa, besoin de te parler de quelque chose ?» Everett fronça légèrement les sourcils. Le ton de Justin, même par texte, semblait étrange, mais il était tard. Passé 23 heures, il appellerait son fils le matin. Il était plongé dans un sommeil sans rêve quand son téléphone brisa le silence. L'écran indiquait 3h17. Le nom de Justin brillait dans l'obscurité. « Hé, Fiston, ça va ?» La voix d'Everett était épaisse de sommeil. « Papa !» La voix de Justin n'était qu'un murmure, tendu par la peur. « Papa, écoute-moi attentivement. Ne fais pas confiance à la famille de maman, les Mayer. Ils préparent quelque chose. J'ai trouvé... » Un grésillement statique traversa la ligne. « Justin, Justin, qu'est-ce qui ne va pas? Où es-tu? Papa, je suis désolé, j'aurais dû te le dire plus tôt. Uncle Howard, il n'est pas... Ils sont tous... » La peur dans la voix de son fils envoya un frisson glacé dans les veines d'Everett. « Fiston, parle-moi, qu'as-tu trouvé? » Les fichiers. « Papa, les fichiers que je t'ai envoyés, vérifie ton email crypté, celui qu'on a mis en place pour... » La respiration de Justin était hachée maintenant, paniqué. « Oh mon Dieu, quelqu'un arrive? Papa, ne leur fais pas confiance, ne fais confiance à aucun d'eux. » La ligne se coupa. « Justin, Justin. » Everett était debout, son cœur battant la chamade. Il rappela immédiatement. Le téléphone sonna 1 fois, 2 fois, puis passa sur la messagerie vocale. Il essaya encore, même résultat. Il appela le colocataire de Justin. Ses amis, quiconque pourrait savoir où il était. Personne ne répondit à cette heure. L'esprit d'Everett parcourait les possibilités, ses instincts professionnels luttant contre la terreur paternelle. Il ouvrit son ordinateur portable d'une main tremblante et se connecta au compte email crypté qu'il avait créé pour Justine. Une précaution issue de son travail en comptabilité judiciaire, enseignant à son fils la sécurité numérique. Là, envoyé à 2h47, se trouvait un email de Justine avec une pièce jointe volumineuse. La ligne d'objet disait « Papa, assurance ». Si quelque chose m'arrive, le sang d'Everett se glaça. Il téléchargea le fichier. Il était verrouillé par un mot de passe. Il essaya les combinaisons habituelles de Justin. Rien ne fonctionnait. Il appela la police d'Evanston, où se trouvait Northwestern. Ils prirent ces informations, mais dirent que sans preuve de crime, ils ne pouvaient pas faire grand-chose avant le matin. Ils enverraient une voiture de patrouille à l'appartement de Justine.
Everett arpentait son bureau, appelant encore le téléphone de Justine toutes les quelques minutes. Le ciel commença à s'éclaircir dehors. Il avait appelé Diane 2 fois, mais elle n'avait pas répondu non plus. Peut-être que son téléphone était éteint. À 7h30, sa sonnette retentit. Everett ouvrit la porte à la volée, espérant contre toute espérance que c'était Justin. Au lieu de cela, Howard Mayer se tenait sur son seuil. Le frère aîné de Diane était un homme aux épaules larges dans la fin de la quarantaine, avec des cheveux plaqués en arrière et un sourire qui n'atteignait jamais ses yeux. Il travaillait dans l'immobilier, ou du moins le prétendait-il. Bien qu'Everett l'ait toujours trouvé vague sur les détails, Everett, la voix d'Howard était solennelle, mais quelque chose dans son expression fit chuter l'estomac d'Everett. « Puis-je entrer ? Où est Justin ? Que s'est-il passé ?» Howard entra, son visage arrangé en une expression de sympathie qui semblait répéter « Je suis tellement désolé, Everett. Il y a eu un accident. Hier soir vers 3h du matin, la voiture de Justin est sortie de la route à Evanston, près du campus. Il fit une pause, posant une main lourde sur l'épaule d'Everett. Il n'a pas survécu. Je suis vraiment désolé. » Le monde bascula. Everett agrippa le cadre de la porte, ses jointures blanches. « Quoi ? Non, je viens de lui parler. À 3h, il m'a appelé. L'accident s'est produit juste après 3h, dit Howard calmement. Peut-être qu'il appelait en conduisant. Il a perdu le contrôle. Heurté un arbre, l'impact a été instantané. Everett, il n'a pas souffert. Chaque instinct qu'Everett avait développé au cours de 20 ans à démasquer des mensonges et des fraudes hurlait en lui. Howard mentait. Le timing ne collait pas. L'explication trop commode, la sympathie un peu trop parfaite, mais le chagrin et le choc menaçaient de submerger son esprit analytique. Son fils, son garçon. J'ai besoin de le voir. Quel hôpital ? Le corps a été transporté au bureau du médecin légiste du comté de Cook. Diane est en route là-bas maintenant. Elle voulait que je vienne te le dire en personne. Pour être là pour toi, j'y vais tout de suite. Everett attrapa ses clés. Bien sûr, je te conduis. Tu n'es pas en état. Je conduis moi-même. La voix d'Everett était ferme. Il ne pouvait pas supporter d'être dans une voiture avec Howard Mayer en ce moment. Il ne se faisait pas confiance pour ne pas poser les questions qui brûlaient dans son esprit. En conduisant vers le bureau du médecin légiste, une main sur le volant et l'autre appelant répétitivement le téléphone de Justin. Everett se força à réfléchir et si Howard mentait, et chaque fibre de son être le disait, alors que s'était-il vraiment passé ? L'avertissement de Justine résonnait dans son esprit. Ne fais pas confiance à la famille de maman ? À un feu rouge. Il appela l'hôpital Northwestern, le plus proche du campus. J'appelle pour un patient, Justin Armstrong. Il aurait été admis tôt ce matin, victime d'un accident de voiture. Laissez-moi vérifier. Monsieur, une pause. Je suis désolé. Nous n'avons aucun patient de ce nom admis ce matin. Il appela l'hôpital d'Evanston. Même réponse. Il appela Sainte. Francis à Evanston. Rien. Ses mains se serrèrent sur le volant. Howard avait dit que le corps était allé directement au médecin légiste. Mais les services d'urgence transportaient toujours les victimes à l'hôpital le plus proche d'abord. Même si elles étaient décédées, pour une déclaration officielle et de la documentation, il n'y avait pas eu d'accident, ce qui signifiait que l'avertissement de Justine était réel, ce qui signifiait que son fils était soit en grand danger, soit déjà mort. Everett s'égala, sa respiration hachée, il força le chagrin qui essayait de l'étouffer. Plus tard, il pourrait s'effondrer plus tard. Pour l'instant, il devait penser comme un comptable judiciaire, pas comme un père. Il devait trouver la vérité. Il ouvrit son téléphone et envoya un message à Howard. Besoin de temps, besoin d'être seul. Dis à Diane que je l'appellerai plus tard. Puis il fit demi-tour et roula vers son bureau. La salle de conférence d'Armstrong Forensic Solutions était vide ce samedi matin tôt. Everett s'enferma dedans et rouvrit son ordinateur portable, se concentrant sur le fichier crypté de Justine. Son fils étudiait l'informatique, mais il l'avait aussi aidé sur certains de ses cas. Apprenant l'enquête financière, quel mot de passe Justin utiliserait-il pour quelque chose d'aussi important ? Il essaya des combinaisons de dates, de noms, de blagues internes. Rien, puis il se souvint, quand Sarah mourait, elle avait fait promettre à Everett de toujours protéger Justine. Ses derniers 6 mots à leur fils avaient été en italien, la langue de sa grand-mère, « Sia forte, cucciolo ». « Sois fort, petit ourson ». Everett tapa. « Sia forte cucciolo ». Le fichier s'ouvrit. À l'intérieur se trouvaient des dizaines de documents, relevés bancaires, dépôts d'entreprise, enregistrements de virements et des photographies, des photos de surveillance d'Howard Mayer rencontrant diverses personnes dans des garages, des restaurants, des halls d'hôtels. En lisant,
une image émergea qui glaça le sang d'Everett. La famille Mayer n'était pas ce qu'elle semblait. L'entreprise immobilière d'Howard était une façade. Selon les notes de Justin, les Mayer menaient une opération d'escroquerie sophistiquée depuis plus d'une décennie. Ils ciblaient des individus riches, spécifiquement des hommes récemment veufs ou divorcés avec des actifs importants. Le schéma était toujours le même. Une des femmes Mayer séduisait la cible. Ils se mariaient rapidement, puis, par divers moyens, accidents simulés, suicides, maladies soudaines, le mari mourait et ses actifs allaient à sa veuve, qui finissait par acheminer l'argent vers Howard. La vision d'Everett se brouilla de rage. Il parcourut les documents. Il y avait au moins 7 victimes précédentes, 7 hommes qui s'étaient mariés dans la famille Mayer et étaient morts dans les 2 à 5 ans suivants. Et là, dans un dossier intitulé « Opération actuelle », il trouva un dossier sur lui-même, des photographies de lui au gala de charité où il avait rencontré Diane, des notes sur son statut financier, ses actifs, son entreprise, un calendrier, mariage mois 1 à 12, établir la confiance, année 2, isoler des relations extérieures, année 3, ajuster les polices d'assurance, année 3 à 4, exécuter. Ils étaient en année 3, les mains d'Everett tremblèrent en lisant la note finale de Justine. « Papa, je suis désolé de ne pas te l'avoir dit plus tôt. Je voulais être sûr. J'enquête depuis que j'ai trouvé certains de ces documents dans le bureau d'oncle Howard à Noël dernier. J'ai fait des copies, tracé l'argent. Il prévoit de te tuer, probablement faire passer ça pour un suicide ou un accident. J'allais rentrer ce week-end pour te montrer tout en personne. Mais je pense qu'ils savent que j'ai découvert. Howard m'a surveillé. Papa, j'ai peur. Je vais chez oncle Terry. C'est le seul qui s'en est sorti. Terry Drake. » Le nom frappa Everett comme un coup de poing. Diane avait mentionné un oncle brièvement des années plus tôt. Il avait quitté la famille après une dispute, déménagé à l'ouest. Elle avait dit qu'il ne lui parlait plus. Everett n'avait jamais pensé à enquêter sur la famille de sa femme. Il avait été trop consumé par ses sentiments pour Diane, trop reconnaissant pour sa seconde chance au bonheur, trop confiant. Il avait été un idiot, mais son fils avait été plus intelligent, plus courageux, et maintenant Justine était soit mort, soit en fuite. Et Everett devait découvrir lequel. Il accéda à une base de données qu'il utilisait pour le traçage de personnes disparues, entrant le nom de Terry Drake avec les informations limitées qu'il avait. Il fallut 1 heure de recherche, mais il trouva enfin une adresse à Bozeman, Montana. Terry Drake, 54 ans, vivait dans un petit ranch en dehors de la ville. Everett réserva le prochain vol pour Bozeman, puis commença méthodiquement à photographier chaque page du fichier de Justine avec son téléphone. Il téléchargea les photos sur 3 services cloud cryptés différents, puis envoya les identifiants à son propre avocat, Luther Lyons, avec des instructions pour les ouvrir si quelque chose lui arrivait. Ce n'est qu'alors qu'il répondit aux appels de Diane. « Everett, où es-tu » Sa voix était épaisse de larmes. « Réelles ou fabriquées ?» Il ne pouvait plus le dire. Howard m'a dit pour Justine. « Je suis chez maman. S'il te plaît, viens. Nous devons être ensemble. Je ne peux pas. Diane. J'ai besoin de temps. Je pars pour quelques jours. »« Quoi ?» ?»« Everett. Notre fils vient de mourir. Tu ne peux pas. Je t'appellerai. » Il raccrocha. Son téléphone sonna immédiatement. Howard. Everett le laissa passer sur la messagerie, puis éteignit l'appareil entièrement. Il retira la batterie et laissa le téléphone dans son coffre-fort au bureau. Dans un magasin de proximité, il acheta un téléphone jetable avec de l'argent liquide, puis il rentra chez lui, prépara un sac et roula vers l'aéroport international O'Hare. Assis dans le terminal, attendant son vol, Everett se permit de ressentir tout le poids de ce qu'il avait appris. Pendant 3 ans, il avait partagé son lit avec une femme qui planifiait son meurtre. Il avait accueilli sa famille chez lui, dans sa vie. Il lui avait souri pendant le dîner de Thanksgiving tout en complotant pour voler tout ce qu'il avait bâti, et Justine avait su, avait essayé de le protéger, avait risqué sa propre vie pour rassembler les preuves. Si son fils était mort, Everett les ferait payer d'une manière qu'il ne pouvait imaginer, mais d'abord, il devait savoir, il devait trouver Terry Drake et apprendre la vérité. La maison du ranch se trouvait au bout d'une longue route de terre, entourée par la nature sauvage du Montana. Des montagnes se dressaient au loin sous un ciel si vaste qu'il faisait paraître Chicago claustrophobe. Everett avait loué une voiture à Bozeman et conduit les 40 minutes jusqu'à la propriété de Terry Drake. Ses nerfs étaient tendus. Il frappa à la porte. Pas de réponse. Il frappa plus fort. La porte s'ouvrit sur un homme buriné avec une barbe poivre et sel et des yeux qui portaient la lassitude de quelqu'un qui avait trop vu. Il tenait un fusil de chasse lâchement dans sa main droite. « Terry Drake,
qui demande « Je m'appelle Everett Armstrong. Je suis marié à Diane Mayer. Où je l'étais? Je n'en suis plus sûr. » Everett soutint le regard de l'homme. « Mon fils Justin est venu chez vous, ou prévoyez de le faire. J'ai besoin de savoir s'il est arrivé. » Quelque chose changea dans l'expression de Terry. Il baissa le fusil. « Vous feriez mieux d'entrer. » L'intérieur de la maison était spartiate mais confortable, rempli de livres et de trophées de chasse. Terry désigna une chaise et s'assit en face d'Everett. L'étudiant, « Comment m'avez-vous trouvé? Mon fils m'a laissé des fichiers, des preuves sur la famille Mayer. Ce qu'ils ont fait, » la mâchoire de Terry se serra. « Donc, vous en savez une partie, pas tout. Mon fils a disparu. Howard prétend qu'il est mort dans un accident de voiture, mais il n'y a pas eu d'accident. J'ai besoin de savoir s'il est venu ici. Il est ici. » Les mots de Terry frappèrent Everett comme un choc électrique. « Il est vivant. Il est arrivé il y a 2 jours. Il a conduit directement depuis Chicago. Il était suivi. Mais il les a semés dans le Wyoming. » La vision d'Everett se brouilla. « Il est vivant. Il est vraiment vivant. Il dort en ce moment. » Le gamin était épuisé, terrifié. « Mais oui, il est en sécurité. » Everett enfouit son visage dans ses mains, le soulagement si écrasant qu'il ne pouvait parler. Son fils était vivant. Tout le reste pouvait être géré, mais Justine était vivant. « J'ai besoin de le voir bientôt. Laissez-le se reposer un peu plus. » Il a traversé l'enfer. Terry versa 2 verres de whisky d'une bouteille sur l'étagère. « Mais d'abord, vous et moi devons parler. Car si vous êtes ici, ça signifie qu'ils ont déjà fait leur coup et vous devez comprendre exactement à quoi vous avez affaire. » Everett prit le whisky, ses mains plus stables maintenant qu'il savait que son fils était en sécurité. « Dites-moi tout. » Terry s'installa dans sa chaise, les yeux lointains. « Je me suis marié dans la famille Mayer il y a 30 ans. Je suis tombé follement amoureux d'une femme nommée Patty Mayer, la sœur d'Howard, belle, charmante. Tout ce que je pensais vouloir. Nous avons eu une fille ensemble. Courtney. » Il fit une pause, la douleur traversant son visage. « Il m'a fallu 5 ans pour réaliser ce qu'il faisait. Les Mayer ne sont pas juste des escrocs. Everett. Ce sont des prédateurs. Ils font ça depuis des générations. Toujours en ciblant des hommes riches. Les femmes les épousent, la famille les saigne à blanc, puis ils se débarrassent du mari et passent au suivant. « Combien ?» demanda Everett. « Que je sache, au moins 20, remontant au père d'Howard, probablement plus. Ils sont doués pour couvrir leurs traces, en répartissant les morts dans différents états, en rendant chacun différent, accidents de voiture, suicides, crises cardiaques. Noyades, ils ont des médecins légistes à leur solde, des flics, des avocats. Ils ont construit un réseau. Comment vous en êtes-vous sorti? Je ne m'en suis pas sorti, pas au début. Ils ont essayé de me tuer, en faisant passer ça pour une tentative de suicide. J'étais censé me pendre dans notre garage. La voix de Terry était plate, sans émotion, mais ma fille m'a trouvé avant que je perde conscience. Elle m'a décroché, a appelé les urgences. Elle n'avait que 8 ans. Il remplit son verre. Je me suis réveillé à l'hôpital et j'ai su que Patty m'avait fait quelque chose. J'avais été drogué, mais je ne pouvais pas le prouver. Alors, j'ai joué le jeu, allé en thérapie, pris mes antidépresseurs, et j'ai planifié. Qu'avez-vous fait? J'ai liquidé tout ce que je pouvais sans qu'ils s'en aperçoivent. Déplacé de l'argent sur des comptes qu'ils ne connaissaient pas, puis j'ai pris Courtney et nous avons fui, disparu au milieu de la nuit, changé nos noms, recommencé. Ils nous ont cherchés, mais j'ai été prudent. Ça fait 23 ans. Votre fille, elle est à Seattle maintenant, mariée, avec des enfants à elle. Elle ne me parle pas beaucoup. Ce que je lui ai fait traverser, fuir, toujours regarder par-dessus notre épaule, la voix de Terry se brisa. Mais elle est vivante. Elle est en sécurité. C'est ce qui compte. Everett absorba cela, son esprit cataloguant chaque détail. Pourquoi n'êtes-vous pas allé à la police? Avec quelle preuve? Je n'avais rien. Et comme je l'ai dit, ils ont des flics à leur solde. J'ai essayé une fois, anonymement. Le détective qui a pris mon appel, il était mort 2 semaines plus tard. Accident de bateau. Le sourire de Terry était amer. J'ai appris à garder la tête basse et la bouche fermée. Mais Justine a trouvé des preuves, de vraies preuves. Des enregistrements financiers, des photographies. Ce gamin est plus intelligent que je ne l'ai jamais été et plus courageux. Il s'est mis en danger pour vous protéger. Terry se leva. Venez, voyons s'il est réveillé. Ils marchèrent dans un couloir vers une chambre au fond. Terry frappa doucement, puis ouvrit la porte. Justine était assis sur le lit, son ordinateur portable ouvert, un casque sur les oreilles. Quand il vit Everett, son visage se décomposa. « Papa !» Everett traversa la pièce en 3 enjambées
et serra son fils dans ses bras. Justine tremblait, et Everett réalisa qu'il tremblait aussi. Ils s'étreignirent, et Everett sentit des larmes sur son visage qu'il ne prit pas la peine d'essuyer. « Je suis désolé, » murmura Justine. « J'aurais dû te le dire plus tôt. Je voulais juste être sûr. Tu m'as sauvé la vie. Tu nous as sauvés tous les deux. » Everett recula, agrippant les épaules de son fils. « Tu as fait exactement ce qu'il fallait. » Justine essuya ses yeux. « Ils savent que j'ai pris les fichiers. Howard a appelé mon colocataire. Mes amis, ils me cherchent. Laisse-les chercher. Tu es en sécurité ici ?» Everett se tourna vers Terry. « Combien de temps pouvons-nous rester ? Aussi longtemps que vous en avez besoin. Cet endroit est hors réseau. Pas de trace-papier me reliant à vous ou au Mayer. » Pour les heures suivantes, les trois hommes s'assirent autour de la table de cuisine de Terry, passant en revue tout ce que Justine avait découvert. Le jeune Armstrong avait été méticuleux, documentant les schémas, traçant l'argent à travers des corporations fantômes et des comptes offshore. « Ça a commencé quand je suis allé au bureau d'oncle Howard en décembre dernier », expliqua Justine. « Tu te souviens ? Diane m'a demandé de récupérer des documents pour elle pendant que j'étais à la maison pour les vacances de Noël. Je me souviens, Everett n'y avait rien vu d'anormal à l'époque. Je suis arrivé tôt et Howard n'était pas encore là. Son assistante m'a laissé attendre dans son bureau. J'étais ennuyé et j'ai remarqué que son ordinateur était encore connecté. Je sais que je n'aurais pas dû, mais Justine avait l'air coupable. J'ai commencé à fouiner, juste curieux, et j'ai trouvé un dossier intitulé Armstrong. Qu'y avait-il dedans ? Tout sur toi. Tes relevés financiers, tes dossiers d'entreprise, tes polices d'assurance et un document appelé calendrier qui exposait tous leurs plans. Ça m'a effrayé. Alors je l'ai copié sur une clé USB, puis j'ai creusé plus profond. Justine afficha une feuille de calcul sur son ordinateur portable. « Regarde ça ! Ce sont les autres hommes qui se sont mariés dans la famille Mayer ces 15 dernières années. 7 d'entre eux, tous morts dans les 5 ans suivant le mariage, tous riches. Et regarde ce qui est arrivé à leurs actifs. » Il montra un organigramme des mouvements d'argent dans chaque cas. La veuve avait hérité, puis, progressivement, l'argent avait été distribué aux divers membres de la famille Mayer par des prêts, des investissements commerciaux et des transactions immobilières. Ils sont doués pour faire passer ça pour légitime, dit Justine. Mais si tu traces tout, le schéma est clair, c'est une entreprise criminelle déguisée en famille. Terry se pencha en avant. As-tu trouvé quelque chose sur les morts ? Comment ils l'ont fait ? Certains utilisent des méthodes différentes pour éviter la détection de schémas, mais un nom revient en arrière-plan de plusieurs cas. Justine afficha un autre fichier, Dr. Angelo O'Neill. Il a signé au moins 3 certificats de décès, toujours en concluant à des causes naturelles ou à un accident, et il a reçu des paiements significatifs de compte de la famille Mayer, un médecin légiste corrompu, dit Everett. C'est comme ça qu'il s'en tire. Pas seulement lui. Il y a aussi un enquêteur privé nommé Willard Larkin qui est à leur solde, et un avocat, Mohammed Casey. Ils ont construit tout un réseau de soutien. Everett sentit une fureur froide monter. Les Mayer n'étaient pas juste des meurtriers. Ils étaient organisés, professionnels, et ils avaient fait ça pendant des décennies en toute impunité. Quel était leur plan pour moi ? Demanda-t-il. Justine hésita. Selon le calendrier, ils allaient simuler un suicide cet été. Faire passer ça pour une dépression due au stress au travail, peut-être monter de faux problèmes financiers. D'abord, pour établir un motif, Diane te trouverait dans ton bureau. Elle hériterait de tout, la maison, ton entreprise, ton assurance-vie, et ensuite je disparaissais aussi, Everett dit calmement. Une fois la succession réglée, il t'aurait peut-être laissé vivre. Terry dit, si tu étais correctement brisé, s'il pensait que tu ne découvrirais jamais, mais des gars comme nous, il secoua la tête. Nous posons trop de questions, nous sommes trop une menace. Everett se leva et marcha vers la fenêtre, regardant la nature sauvage du Montana. Quelque part à Chicago, Howard et Diane se demandaient probablement où il était, ajustant leurs plans, peut-être accélérant leur calendrier. Ils pensaient qu'il était juste une autre cible. Un autre idiot riche, aveuglé par la solitude et le désir de compagnie, ils n'avaient aucune idée de qui ils avaient affaire. Pendant 2 décennies, Everett avait gagné sa vie en suivant des pistes d'argent, en trouvant des actifs cachés. En démêlant des schémas criminels, il avait travaillé avec le FBI, l'IRS, des divisions de sécurité d'entreprise. Il savait penser comme un criminel parce qu'il avait fait carrière en anticipant leurs mouvements. Et maintenant, il allait utiliser chaque compétence qu'il avait développée, chaque ressource accumulée, chaque connexion faite pour détruire la famille Mayer. « Papa », la voix de Justin le ramena. « Qu'allons-nous faire »
Everett se tourna vers son fils et Terry. Son expression était calme, mais ses yeux étaient de glace. « Nous allons faire ce qu'ils n'ont jamais attendu. Nous allons retourner leur propre jeu contre eux. » Il s'assit de nouveau. « Mais nous devons être intelligents. Si nous allons à la police avec ce que nous avons, ils engageront des avocats, détruiront des preuves. Peut-être même utiliseront leurs connexions pour faire disparaître l'affaire. Nous avons besoin de plus que des enregistrements financiers, nous avons besoin de confessions, d'évidences qui ne peuvent pas être expliquées exactement. » L'esprit d'Everett travaillait déjà sur les possibilités et nous devons les frapper là où ça fait le plus mal. Leur argent, leur réseau, leur réputation. Comment ? Demanda Justin. De la même façon que j'ai démantelé chaque autre organisation criminelle que j'ai enquêtée, nous suivons l'argent, nous identifions les maillons faibles dans leur réseau et nous les faisons se retourner les uns contre les autres. Everett sortit son téléphone jetable, mais d'abord, j'ai besoin de passer quelques appels. J'ai des amis dans les forces de l'ordre fédéral, des gens qui me doivent des faveurs, des gens que les Myers ne peuvent pas toucher. Au cours de l'heure suivante, il contacta prudemment des contacts, l'agent spécial L, Elliot Murray au FBI, avec qui il avait travaillé sur une affaire majeure de fraude 3 ans plus tôt, un enquêteur de l'IRS nommé Adam Rogers, un procureur fédéral, Christophe Tompkins, qui avait utilisé le témoignage d'Everett pour gagner plusieurs affaires de haut niveau. Il expliqua la situation en termes généraux, envoya des copies cryptées des fichiers de Justin et demanda leur aide. Chacun accepta de regarder discrètement, de construire un dossier sans alerter les Myers ou toute police locale potentiellement compromise, mais les canaux officiels prendraient du temps. Enquête, mandats, grand jury. Les roues de la justice tournaient lentement. Everett voulait quelque chose de plus immédiat, quelque chose de personnel. « Je retourne à Chicago », annonça-t-il. « Quoi ? Papa, ils te tueront ? Ils essaieront. Mais ils pensent que je suis effondré par ta mort. Ils pensent que je suis vulnérable. En deuil, pas en train de penser clairement, ça me donne un avantage. » Le sourire d'Everett était prédateur. « Je vais jouer le père en deuil, je vais les laisser penser que leur plan fonctionne. Et pendant qu'ils se félicitent, je vais démanteler tout ce qu'ils ont bâti. » Terry l'étudia. « Tu as un plan ? Les débuts d'un... Mais j'aurai besoin de votre aide. À tous les deux, tout ce que tu veux, » dit Justin immédiatement. « Tu dois rester ici, rester en sécurité, continue à fouiller ces fichiers. Trouve chaque connexion, chaque transaction, chaque personne dans leur réseau, construis un dossier étanche. » Everett se tourna vers Terry. « Et j'ai besoin de toi pour être mon filet de sécurité. Si quelque chose tourne mal, si je disparais ou s'ils font un mouvement contre moi, tu envoies tout ce que nous avons au FBI. C'est fait. Il y a une chose de plus. » Everett afficha un fichier sur son téléphone. « Les Myers ont des actifs. Beaucoup, cachés à divers endroits. Je veux les identifier tous. Propriété, compte, investissement, tout. » « Pourquoi ?» demanda Justin. « Parce que l'argent est leur pouvoir. C'est comme ça qu'ils achètent la coopération, le silence, la protection. Prends leur argent, et ils ne sont que des meurtriers sans ressources. » La voix d'Everett était dure. « Je ne vais pas juste les envoyer en prison. Je vais les détruire financièrement. Je vais prendre tout ce qu'ils ont volé et m'assurer qu'ils perdent tout. »« Vengeance », dit Terry calmement. « Justice », corrigea Everett. « Pour tous les hommes qu'ils ont tués, pour toutes les familles qu'ils ont détruites. Ils s'en tirent depuis des décennies. Ça s'arrête maintenant ?» Alors que le soleil se couchait sur les montagnes du Montana, Everett commença à formuler son plan. Ce serait dangereux, ça requérait de tromper des gens qu'il pensait avoir aimés, de manipuler une famille de manipulateurs habiles, de jouer un rôle tout en rassemblant des preuves, mais il avait été à la place de son fils autrefois. Impuissant et effrayé tandis que le cancer prenait sa première femme. Il savait ce que c'était de se sentir impuissant face à un ennemi implacable. Cette fois serait différente. Cette fois, il avait le pouvoir, il avait la connaissance et il avait la volonté de faire ce qui était nécessaire. La famille Myers avait commis sa pire erreur en sous-estimant Everett Armstrong. Ils étaient sur le point d'apprendre que cette erreur leur coûterait tout. Le vol de retour à Chicago donna à Everett le temps de raffiner sa stratégie. Il avait laissé sa voiture de location à l'aéroport de Bozeman, l'avait nettoyée de toute empreinte et pris une série de vols de correspondance pour obscurcir sa piste. Au moment où il atterrit à O'Hare, c'était tard lundi soir, près de 72 heures depuis l'appel d'avertissement de Justin, il récupéra son téléphone dans le coffre-fort de son bureau et l'alluma. Immédiatement, il explosa de messages et de messages vocaux. Diane, Howard, même la mère de Diane, Eunice Meyer, tous essayaient de le joindre. Il écouta quelques-uns,
La voix de Diane passait de l'inquiétude à la colère, puis à l'inquiétude à nouveau. Les messages d'Howard avaient un tranchant, une sondage prudent. Everett, nous sommes inquiets pour toi. Rappelle-nous, nous sommes une famille. Nous devons nous serrer les coudes en ce moment difficile. Famille. Le mot avait un goût de poison maintenant. Everett appela Diane. Elle répondit à la première sonnerie. Everett. Dieu merci. Où étais-tu? J'ai perdu la tête d'inquiétude. Je suis désolé. Il rendit sa voix rauque, affligée. Ce n'était pas difficile. Le chagrin était réel, juste pas pour la raison qu'elle pensait. Je ne pouvais pas le supporter. J'ai roulé vers le nord jusqu'au Wisconsin. Resté dans un motel. J'avais juste besoin de digérer. Oh, chérie, je comprends, mais tu ne peux pas fuir ça. Nous devons l'affronter ensemble. Il y a des arrangements à faire, des gens à notifier. Je sais, je rentre maintenant. Je viens d'atterrir. Atterri, tu as volé quelque part? Il avait glissé, mais il se reprit. J'ai roulé jusqu'à Milwaukee, puis volé à Madison pour visiter la tombe de Sarah. J'avais besoin de lui dire pour Justine. Il y eut une pause. Quand Diane parla de nouveau, sa voix était plus douce. C'est vraiment touchant. Je sais combien elle comptait pour toi. Elle était bonne. Everett dut admettre, même en sachant ce qu'il savait, qu'il pouvait presque croire que la sympathie dans sa voix était authentique. Je serai à la maison dans 1 heure, dit-il. Je t'attendrai. Howard et maman veulent venir pour te soutenir. Pas ce soir. Demain, peut-être. Ce soir, j'ai juste besoin d'être avec toi. Une autre pause. Bien sûr, je t'aime, Everett. Je t'aime aussi. Le mensonge venait facilement maintenant. La maison semblait différente quand il franchit la porte. Diane se précipita pour l'embrasser et il la laissa faire. Il le lui rendit même, jouant son rôle. Elle avait l'air parfaite, juste assez échevelée, les yeux rougis par les pleurs, réels ou pratiqués. Il ne pouvait plus le dire. « J'ai fait du thé ?» dit-elle, le menant à la cuisine. « Tu dois être épuisé. Je le suis. » Il la regarda verser, notant comment ses mains bougeaient, si elle avait accès à la tasse avant de la lui donner. Des années d'enquête lui avaient appris à remarquer tout. Le thé semblait propre. Elle but de sa propre tasse. Pourtant, il fit seulement semblant de siroter la sienne. Ils s'assirent dans le salon et Diane parla des arrangements qu'elle avait commencés, un service commémoratif puisqu'il n'y avait pas de corps à enterrer, un autre mensonge dans les couches de mensonges. Elle avait contacté l'université de Justin. Ses amis, le bureau du médecin légiste a dit qu'il y avait des complications, dit-elle prudemment. Avec l'identification, ils veulent que tu viennes demain. Apporte des dossiers dentaires si tu en as. Complications, le feu. Après l'accident, ça a rendu l'identification visuelle difficile. Feu, c'était nouveau. Ils ajoutaient des détails à la fabrication, la rendant plus élaborée, probablement pour qu'il y ait une excuse pour l'absence de corps à voir, pas de reste à examiner de trop près. J'apporterai ce dont ils ont besoin, dit Everett, sa voix creuse. Diane prit sa main. Je sais que c'est impossiblement dur, mais nous allons traverser ça ensemble. Comment as-tu appris pour l'accident? Howard m'a appelé ce matin-là. Il a un ami dans le département de police d'Evanston. Ils l'ont contacté comme parent proche parce qu'ils ne pouvaient pas te joindre d'un couche de mensonges, chacun renforçant l'autre. Ils avaient probablement planifié ce scénario spécifique depuis avant même de se marier avec lui. J'ai besoin de dormir, dit Everett, se levant abruptement. Je peux à peine penser droite. Bien sûr, Diane se leva aussi. Je viens au lit bientôt. Je vais juste nettoyer en bas. Everett monta les escaliers vers leur chambre. Chaque pas semblait surréaliste. C'était sa maison, son lit, mais ça ressemblait maintenant à un territoire ennemi. Il verrouilla la porte de la salle de bain avant de se doucher, vérifia l'armoire à pharmacie pour voir si quelque chose semblait altéré. Rien d'évident, mais alors, il ne serait pas évident, ils étaient professionnels. Quand il sortit, Diane était au lit à l'attendre, il grimpa à côté d'elle, la laissa le tenir et fit semblant de s'endormir. Il sentit sa respiration changer après environ 30 minutes, devenant plus profonde, plus régulière, prudemment, silencieusement. Il sortit du lit, dans son bureau. Il activa un système d'enregistrement sophistiqué qu'il avait installé des années plus tôt pour le travail. Sa propre paranoïa payant maintenant, de minuscules caméras et microphones dissimulés partout au rez-de-chaussée, tous alimentant un stockage crypté. Si Diane ou Howard ou quiconque disait quelque chose d'incriminant dans sa maison, il l'aurait enregistré, puis il ouvrit son ordinateur portable et commença la phase suivante de son plan. D'abord, il transféra la moitié de ses actifs liquides sur de nouveaux comptes à son nom, seulement dans des banques que les Mayer ne connaissaient de pas.
Pas assez pour alerter immédiatement. Il s'attendrait à une activité financière après un décès dans la famille, mais assez pour se protéger s'ils essayaient de vider ses comptes. Deuxièmement, il changea les bénéficiaires de ses polices d'assurance vie. Au lieu de Diane, tout allait maintenant à un trust qu'il avait établi pour Justine des années plus tôt, avec Terry Drake comme fiduciaire. Ça prendrait quelques jours à traiter, mais ce serait fait. Troisièmement, il envoya des messages cryptés à elle. Elle meurait au FBI et aux autres. Les mettant à jour sur la situation, il joignit des fichiers de la recherche de Justine et demanda une enquête accélérée sur Dr. Angelo O'Neill, Willard Larkin et Muhammad Casey. Enfin, il commença sa propre plongée profonde dans les finances de la famille Mayer. Justine avait trouvé la couche de surface, mais Everett avait accès à des bases de données et des outils que son fils n'avait pas. Il commença à tracer des corporations fantômes, à suivre des pistes d'argent, à identifier des propriétés. Ce qu'il trouva fit bouillir son sang. Les Mayer avaient accumulé une richesse sur des décennies de meurtres conservativement. Il estimait qu'ils avaient des actifs valant 40 à 50 millions de dollars répartis en immobilier, investissements et comptes offshore, de l'argent du sang, chaque dollar. Mais la richesse signifiait vulnérabilité, ça signifiait des actifs qui pouvaient être saisis, des comptes qui pouvaient être gelés, des propriétés qui pouvaient être réclamées, ça signifiait qu'ils avaient quelque chose à perdre. Everett travailla jusqu'à l'aube, construisant une carte financière de tout ce que les Mayer possédaient ou contrôlaient. Puis, il compila une liste de leurs associés connus, les officiels corrompus, les professionnels payés, le réseau qui permettait leurs crimes. Tout le monde avait un point de rupture, tout le monde avait quelque chose qu'il craignait de perdre. Il trouverait ces points de rupture et les exploiterait sans pitié. Alors que le soleil se levait sur Chicago, Everett entendit Diane remuer à l'étage. Il ferma son ordinateur portable, effaça son historique de navigation et alla faire du café. Reprenant son rôle de père en deuil, Howard arriva à 10 heures, amenant Eunice Mayer avec lui. La mère de Diane était une petite femme élégante dans la septantaine avec des yeux vifs et un sourire chaleureux. Elle embrassa Everett avec une sympathie pratiquée. « Mon cher garçon, c'est une telle tragédie. Nous sommes là pour toi. Tout ce dont tu as besoin. » Ils s'assirent dans le salon et Howard commença à discuter des questions pratiques. Le service commémoratif, la notification des amis et professeurs de Justin, les questions légales avec la succession. Justine avait plus de 18 ans, donc ses actifs ne transféreraient pas directement, dit Howard. Mais vu les circonstances, il pourrait y avoir des complications. Je peux recommander un bon avocat en succession. J'ai mon propre avocat, dit Everett calmement. Bien sûr, je voulais juste faciliter les choses pour toi. Moins à penser, Everett observa le visage d'Howard. Cherchant des signes, l'homme était lisse, pratiqué, mais il y avait juste un scintillement autour des yeux quand il mentionnait son propre avocat. Inquiétude. Ils avaient voulu contrôler ce processus, le guider dans une direction qui les bénéficiait. J'apprécie, mais Luther gère mes affaires depuis des années. Je lui fais confiance. Compris? Howard sourit. Nous voulons juste aider comme nous pouvons. Eunice tapota la main d'Everett. Tu es de la famille maintenant, et la famille prend soin les uns des autres. L'ironie était si épaisse qu'Everett faillit rire. Famille. Ces gens avaient probablement tué plus de membres de leur propre famille que la plupart des tueurs en série tuaient d'étrangers. Il y a une chose, dit Everett. Décidant de pousser un bouton, le médecin légiste a mentionné des complications avec l'identification à cause du feu, mais j'ai appelé les pompiers d'Evanston hier et ils ont dit qu'il n'y avait pas de feu de véhicule rapporté cette nuit-là. La pièce devint très silencieuse, le visage de Diane resta inquiet, mais son langage corporel changea subtilement. Le sourire d'Howard ne vacilla pas, mais ses yeux devinrent plats. J'ai du mal comprendre, dit Diane rapidement. Peut-être que le feu était mineur, pas digne d'être rapporté, ou peut-être dans la ville voisine. Tout a été si flou. Peut-être, dit Everett. Je suis sûr que le bureau du médecin légiste aura des enregistrements précis. J'y vais cet après-midi. Nous venons avec toi, offrit Howard. Non, j'ai besoin de faire ça seul. Il se leva, mettant fin efficacement à la conversation. J'apprécie que vous soyez venu, mais j'ai besoin de temps pour moi. Ils partirent, mais Everett remarqua qu'Howard et Diane échangèrent un regard en sortant. Inquiétude. Calcul. Bien. Laissez-les s'inquiéter. Laissez-les se demander s'ils soupçonnaient quelque chose. Dès qu'ils furent partis, Everett alla dans son bureau et revit l'enregistrement du matin. Il y avait un bref moment où il avait été dans la cuisine et il pensait être seul. Eunice murmurant à Howard, « Il pose des questions. » La réponse d'Howard, « C'est bon.
Le chagrin fait ça, il se calmera, Eunice. Et s'il ne le fait pas, Howard. Alors on accélère le calendrier, ne t'inquiète pas, maman, j'ai géré pire que ça. Everett sauva le fichier, le sauvegarda en 3 endroits et en envoya une copie au FBI. Il devenait nerveux, ce qui signifiait qu'il pourrait commettre des erreurs. Son téléphone sonna, Luther Lyons. Son avocat, Everett. J'ai reçu ton email. Es-tu sûr de ces changements à ta planification successorale? Absolument. Peux-tu les exécuter cette semaine? Oui. Mais est-ce que tout va bien? Ce sont des changements significatifs, surtout enlever ta femme comme bénéficiaire. Tout va bien, juste des précautions. Peux-tu aussi préparer un nouveau testament pour moi? Je t'enverrai les détails. Bien sûr. Après avoir raccroché, Everett envoya à Luther un brouillon, un testament qui laissait tout à Justine avec Terry Drake comme exécuteur. Il inclut aussi des instructions si Everett mourait dans des circonstances suspectes. Luther devait contacter immédiatement le FBI et leur fournir toutes les preuves qu'Everett avait compilées. Police d'assurance arrangée, preuves distribuées, filet de sécurité en place. Maintenant venait la partie dangereuse. Everett avait un avantage. Les Mayer pensaient que Justine était morte. Ils ne savaient pas que leur calendrier avait été exposé. Ils pensaient avoir du temps pour travailler sur Everett. Le positionner pour l'accident qu'ils planifiaient, mais il devenait aussi nerveux. Le commentaire d'Howard sur l'accélération du calendrier suggérait qu'il pourrait y bouger plus vite que prévu initialement, ce qui signifiait qu'Everett devait bouger encore plus vite. Il passa un autre appel, cette fois à un vieux contact de ses premiers jours à enquêter sur le crime organisé, Rogelio Kenny. Un enquêteur privé avec un code moral flexible et un réseau impressionnant d'informateurs. Rogelio, j'ai besoin d'informations et je les ai besoin discrètement. Everett Armstrong. Pas entendu de toi depuis des années? De quoi as-tu besoin? Tout ce que tu peux trouver sur un homme nommé Willard Larkin. C'est un pays, probablement avec un casier judiciaire, travaille pour des clients peu recommandables. J'ai besoin de savoir de qui il a peur. Ce qu'il cache, où sont ses points de pression? C'est légal? Est-ce que ça importe? Rogelio rit. Pas particulièrement. Donne-moi 48 heures. Ensuite, Everett rechercha docteur. Angelo O'Neill. Le médecin légiste avait signé des certificats de décès frauduleux pour les Mayer pendant des années, ce qui signifiait qu'il était soit payé extrêmement bien, soit qu'ils avaient un levier sur lui. Everett tira l'historique professionnel du docteur, cherchant des anomalies. Il y a 3 ans, O'Neill avait fait face à un procès pour faute médicale qui s'était réglé hors cours pour une somme non divulguée. L'avocat du plaignant était Muhammad Kassi, l'avocat connecté aux Mayer. Intéressant. Donc, les Mayer avaient aidé O'Neill avec un problème légal et maintenant il était dans leur poche. Everett creusa plus profond dans ce cas de faute médicale, tirant des enregistrements judiciaires et des articles de presse. Un patient était mort sur la table d'O'Neill pendant une chirurgie de routine et la famille avait poursuivi pour négligence. Le cas avait été accablant. Des preuves suggéraient qu'O'Neill avait été intoxiqué pendant la procédure. Mais les preuves avaient mystérieusement disparu avant le procès. Et la famille avait réglé pour une fraction de ce qu'ils auraient pu gagner. Les Mayer avaient acheté la liberté d'O'Neill et sa loyauté, ce qui signifiait qu'O'Neill avait commis au moins un crime qu'il pouvait prouver. Falsifier un certificat de décès, avec la bonne pression, il pourrait se retourner contre eux. Everett compila tout cela dans un dossier et l'envoya à l'agent spécial Murray, puis il tourna son attention vers les propriétés. La recherche de Justin avait identifié plusieurs biens immobiliers au nom des Mayer, un bâtiment commercial à des plaines, une maison de vacances à Lake Geneva, un complexe d'appartements à Aurora, mais Everett soupçonnait qu'il y en avait plus. Caché derrière des noms d'entreprises, il passa des heures à tracer des enregistrements de propriétés, cherchant des schémas. Une société à responsabilité limitée appelée Midwestern Holdings LLC possédait plusieurs propriétés dans la région de Chicago. L'agent enregistré était Muhammad Kassi, l'avocat de la famille Mayer. Bingo. Everett tira les enregistrements sur chaque propriété possédée par Midwestern Holdings, 10 bâtiments au total. Valant environ 15 millions de dollars, les revenus locatifs de ces propriétés fournissaient probablement une portion significative du flux de trésorerie de la famille Mayer. Que se passerait-il si ce flux de trésorerie s'arrêtait soudainement? Everett commença à rechercher chaque propriété, cherchant des violations, des problèmes de code du bâtiment, des arriérés fiscaux, des problèmes environnementaux. Il en trouva plein. Les Mayer avaient coupé les coins, ignoré l'entretien, maximisé les profits au détriment de la sécurité des locataires. Il compila un autre rapport, celui-ci détaillant chaque violation qu'il pouvait trouver.
et se prépara à l'envoyer aux autorités municipales et de comté appropriés, mais pas encore. Le timing était crucial. Au cours des 3 jours suivants, Everett joua son rôle parfaitement. Il rencontra le médecin légiste, qui insista que les restes de Justin étaient trop brûlés pour être vus, exactement comme prévu. Il planifia un service commémoratif avec Diane, il accepta les condoléances d'amis et collègues, tout en souriant intérieurement à la fiction élaborée maintenue, et chaque nuit après que Diane s'endorme, il travaillait. Rogiglio rappela avec des informations sur Willard Larkin. Le pays avait un problème de jeu, profondément endetté auprès de gens dangereux. Les Mayer utilisèrent probablement cette dette comme levier, le payant assez pour rester à flot. Mais le gardant dépendant, il a peur, rapporta Rogiglio. Pas des Mayer, mais des gens à qui il doit de l'argent, des types de la côte Est. Vraiment méchant, il est environ 6 mois en retard sur les paiements. Combien doit-il? 250 000? À peu près. Une idée commença à se former dans l'esprit d'Everett. « Merci, Rogiglio. J'aurai peut-être un autre boulot pour toi bientôt. Quand tu veux, mon ami. » Everett entendit aussi de l'agent spécial Murray au FBI. L'enquête sur les Mayer était officiellement ouverte. Ils examinaient les morts précédentes, interviewaient les familles des victimes, examinaient les enregistrements financiers. Mais comme Everett l'avait attendu, ça prendrait des mois pour construire un dossier poursuivable. Les Mayer avaient été prudents et les crimes étaient répartis sur plusieurs juridictions et années. Nous les aurons, promet Murray, mais tu dois être patient et en sécurité. S'ils soupçonnent que tu coopères avec nous, je connais les risques. Construisez juste le dossier. Il raccrocha en sachant que Murray ne le croyait pas. L'agent connaissait trop bien Everett, savait qu'il ne se contenterait pas de s'asseoir et d'attendre pendant que le système légal avançait lentement vers la justice. Justin appelait quotidiennement du Montana, frustré par son exil, mais comprenant sa nécessité, Terry lui apprenait à tirer, à chasser, à survivre hors réseau si nécessaire. Ton gamin est un apprenant rapide, rapporta Terry. Intelligent comme tout, prends après son vieux, garde-le en sécurité, dit Everett. C'est tout ce qui compte, mais il savait que Justin ne resterait pas caché pour toujours. Son fils avait le courage de sa mère et l'entêtement de son père. Tôt ou tard, il voudrait revenir et affronter les Mayer lui-même. Everett devait mettre fin à ça avant que ça arrive. Le service commémoratif eut lieu samedi, une semaine après la supposée mort de Justin. Plus d'une centaine de personnes assistèrent, les amis de Justin du lycée et de l'université, les collègues d'Everett, les voisins. La famille Mayer se présenta en force, jouant leur rôle à la perfection. Howard fit un éloge émouvant sur son neveu. Parlant de l'avenir brillant de Justin coupé tragiquement court, Diane pleura des larmes semblant authentiques. Même Eunice tamponna ses yeux avec un mouchoir. Everett se tenait au front de la salle, acceptant les condoléances, et complotait leur destruction. Après le service, il y eut une réception à la maison. L'endroit se remplit de gens, et Everett se déplaça dans la foule dans un brouillard, en partie chagrin authentique pour le mensonge élaboré raconté sur son fils, en partie performance calculée. Il remarqua Howard s'éclipser pour prendre un appel, entrant dans le bureau d'Everett. Everett le suivit nonchalamment quelques minutes plus tard, s'attardant juste dehors de la porte entrebâillée. Non, il est coopératif. N'a pas posé plus de questions. Je pense que le service a aidé, lui a donné une clôture. Howard fit une pause, écoutant. Oui, je pense que nous pouvons procéder comme prévu. Encore un mois pour s'assurer qu'il est installé, puis nous exécutons. La note de suicide est déjà rédigée. Nous avons juste besoin d'attendre le bon moment. Oui, je sais, nous avons été patients si longtemps. Quelques semaines de plus ne feront pas de différence. Les mains d'Everett se serrèrent en poing. Ils parlèrent de son meurtre aussi nonchalamment que de planifier des vacances. Il s'éloigna avant que Howard finisse l'appel, rejoignant la réception. Quand Howard sortit, Everett croisa son regard et leva son verre en un toast silencieux. Howard sourit et leva le sien en retour, les deux hommes jouant leur rôle parfaitement. Mais le toast d'Everett avait une signification différente de ce que Howard pensait. C'était une promesse. Je vais te détruire. Et contrairement aux promesses des Mayer, celle d'Everett serait tenue la semaine suivante. Everett commença à exécuter son plan pour de bon. Première cible, Willard Larkin. L'enquêteur privé dans la poche des Mayer, Rogiglio aida Everett à arranger une rencontre, se présentant comme un client potentiel, avec un paiement substantiel. Ils se rencontrèrent dans un café à Schaumburg, territoire neutre. Larkin était exactement ce qu'Everett attendait. Un homme froissé dans la cinquantaine avec des yeux fatigués et l'air de quelqu'un qui s'était compromis une fois de trop.
Vous avez dit que vous aviez besoin de travail d'enquête demanda Larkin, remuant son café nerveusement. J'ai besoin d'informations sur la famille Mayer. Howard Mayer spécifiquement. Le visage de Larkin blanchit. Je ne peux pas vous aider avec ça. Ne peut pas ou ne veut pas. Everett se pencha en avant. Je sais que tu travailles pour eux. Willard, je sais pour le travail de surveillance que tu as fait, les vérifications de fonds, la saleté que tu les as aidés à déterrer sur leur cible. Je sais aussi pour tes dettes de jeu. Qui diable es-tu? Quelqu'un qui peut faire disparaître tes problèmes ou les rendre bien pire. Everett glissa un dossier sur la table. C'est 250 000 en obligations au porteur, assez pour payer tout le monde à qui tu dois. En échange, je veux tout ce que tu as sur la famille Mayer, chaque fichier, chaque enregistrement, chaque morceau de saleté que tu les as aidés à collecter au fil des ans. Larkin fixa le dossier comme s'il pouvait exploser. Ils me tueront, ils ne sauront jamais que c'était toi, et même s'ils le savaient, tu seras quelque part où ils ne peuvent pas t'atteindre. Je peux arranger ça aussi? Oh! Everett sortit son téléphone et montra à Larkin une photo de lui avec 3 hommes à l'air dangereux. Je peux dire à ces messieurs exactement où te trouver et combien tu leur dois. Ils semblent très intéressés à collecter. La photo était fausse. Photoshopée? Mais Larkin ne le savait pas. La peur dans ses yeux était réelle et... Tu bluffes? Vraiment? Fais un choix, Willard. Tout de suite. Travaille avec moi et recommence quelque part en sécurité et sans dette. Ou tente ta chance avec les Mayer et les gens à qui tu dois de l'argent. Les mains de Larkin tremblèrent en atteignant le dossier. J'ai besoin de garanties. Tu as ma parole? Et si ce n'est pas assez? Tu as les obligations juste devant toi. Prends-les maintenant. Et demain, je veux chaque fichier que tu as. Après un long moment, Larkin hocha la tête. Demain? Mais je choisis l'endroit. D'accord. Envoie-moi l'emplacement par texte. Everett sortit du café avec une satisfaction sinistre. Une pièce du réseau des Mayer était sur le point de tomber, et avec les fichiers de Larkin, il aurait des preuves documentées de leurs opérations, des photos de surveillance, des vérifications de fonds sur les victimes, peut-être même des enregistrements de conversations incriminantes. Le lendemain, Larkin livra, il rencontra Everett dans un garage, remit 3 clés USB et prit les obligations. Il y a tout, dit Larkin. 10 ans de travail pour les Mayer, photos, fichiers, enregistrements. J'ai gardé des copies de tout comme assurance. Mais je n'ai jamais pensé que je les utiliserais vraiment. Qu'y a-t-il là-dessus? La vérité sur ce qu'ils font? Comment ils sélectionnent leurs cibles? Comment ils planifient leurs approches? Comment ils couvrent leurs traces? Après, tout est là. Des enregistrements d'eux discutant des meurtres. Larkin hésita. On de Howard parlant à Muhammad Kassi. L'avocat, il ne savait pas que j'enregistrais. Howard se plaignait qu'un des maris précédents était difficile à éliminer. Et Cassie suggérait de faire passer ça pour un suicide. Ils discutaient des méthodes. Everett sentit un surge de triomphe. C'est exactement ce dont j'ai besoin. Écoute, dit Larkin, je sais que je ne suis pas une bonne personne. Je savais ce qu'ils faisaient, et je les ai aidés quand même parce que j'avais besoin de l'argent. Mais je veux que tu saches que je suis content que quelqu'un les arrête enfin. Ce sont des monstres? Oui, acquiesça Everett. Ils le sont. Après le départ de Larkin, Everett passa des heures à parcourir les fichiers. C'était un trésor de preuves. Documentation sur comment les Mayer sélectionnaient leurs victimes. Vérification de fonds sur chaque cible. Photos de surveillance montrant Diane et d'autres femmes Mayer orchestrant des rencontres fortuites avec des hommes riches et solitaires. Et puis, il y avait les enregistrements. Everett écouta la voix d'Howard Mayer discuter de meurtre avec le froid calcul d'un homme d'affaires discutant des revenus trimestriels. Il entendit Muhammad Kassi conseiller sur comment structurer les successions pour maximiser le gain de la famille. Il entendit Diane elle-même dans une conversation avec son frère, riant de combien il avait été facile de manipuler Everett. Il était si reconnaissant pour l'attention, dit la voix de Diane sur l'enregistrement. J'ai à peine eu à essayer. 3 rendez-vous, et il parlait d'éternité. Des hommes comme lui, veufs avec de l'argent. Ils sont désespérés pour quelqu'un qui comble le vide. C'est presque triste comme ils sont faciles. La réponse d'Howard, « Ne t'attache pas, souviens-toi de ce qui est arrivé avec Patty et Terry Drake. » Elle a laissé les émotions obscurcir son jugement. « Je ne le ferai pas. C'est du business. Ça l'a toujours été. » Everett arrêta l'enregistrement, sa main tremblant de rage. Chaque moment tendre, chaque intimité, chaque fois qu'elle avait dit qu'elle l'aimait, tout des mensonges, tout des mouvements calculés dans un long jeu pour voler sa vie. Il prit une respiration, força l'émotion à descendre et continua à travailler. Il copia tous les fichiers,
et les envoya à l'agent spécial Murray, au FBI, avec des annotations détaillées expliquant ce que chaque pièce de preuve montrait. Puis il prépara son prochain mouvement. Dr. Angelo O'Neill, le médecin légiste corrompu, était la clé de voûte de l'opération des Myers. Sans sa volonté de falsifier des certificats de décès, il ne pouvait pas faire passer des meurtres pour des causes naturelles ou des accidents. Everett tira les informations qu'il avait rassemblées sur le cas de faute médicale d'O'Neill et les compila dans un nouveau dossier. Puis, il fit livrer un message au docteur par Rogiglio, demandant une rencontre privée. O'Neill accepta. Probablement curieux de qui demandait, ils se rencontrèrent dans un restaurant à Naperville. Loin de leurs repères habituels, le docteur était un petit homme nerveux avec des cheveux clairsemés et des yeux fuyants. Il s'assit en face d'Everett, essayant d'apparaître confiant et échouant. « M. Armstrong, j'ai été surpris de recevoir votre demande. Mes condoléances pour votre fils. Étiez-vous celui qui a examiné son corps ?» demanda Everett, sa voix plate. O'Neill se tortilla inconfortablement. « Oui. » L'identification était difficile à cause des dommages du feu, mais les dossiers dentaires correspondaient. « Je suis vraiment désolé pour votre perte. » Intéressant, parce qu'il n'y avait pas de corps. N'est-ce pas? Pas d'accident. Pas de feu. Mon fils est vivant et en bonne santé au Montana. La couleur quitta le visage d'O'Neill. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Everett glissa un dossier sur la table. C'est tout ce que j'ai sur votre cas de faute médicale d'il y a 3 ans. Le patient qui était mort parce que vous étiez ivre pendant la chirurgie, les preuves qui ont disparu avant le procès, le règlement qui aurait dû vous ruiner, mais qui ne l'a pas fait d'une manière ou d'une autre. Les mains d'O'Neill tremblèrent en ouvrant le dossier. Les Myers ont fait disparaître ça, continua Everett. Et en échange, vous signez des certificats de décès frauduleux pour eux, depuis. Au moins 7 que je connais, probablement plus. Vous ne pouvez pas prouver. Je peux prouver tout ça. J'ai votre signature sur des certificats de décès pour des corps qui n'existent pas ou ne correspondent pas à la cause rapportée. J'ai des enregistrements financiers montrant des paiements de compte de la famille Myers à vous. J'ai des enregistrements de vous discutant cet arrangement avec Howard Myers. Cette dernière partie était un bluff. Les enregistrements de Larkin n'incluaient pas O'Neill. Mais O'Neill ne le savait pas. Le docteur s'affaissa dans sa chaise. « Que voulez-vous ? Je veux que vous disiez la vérité. Je veux que vous alliez au FBI et confessiez tout. Chaque certificat de décès que vous avez falsifié, chaque meurtre que vous avez aidé à couvrir. En échange, je vous aiderai à obtenir l'immunité. Vous perdrez votre licence médicale, mais vous n'irez pas en prison. Si je fais ça, les Myers me tueront. Si vous ne le faites pas, vous irez en prison pour le reste de votre vie. Et je m'assurerai que tout le monde dans cette prison sache que vous avez aidé des tueurs en série à s'en tirer avec meurtre. Combien de temps pensez-vous survivre ?» La respiration d'O'Neill vint en halètement court. « Vous ne comprenez pas, Howard Myers est connecté. Il a des gens dans les forces de l'ordre, dans les tribunaux. Si je témoigne contre lui, l'enquête du FBI est gérée par des gens qu'il ne peut pas toucher. Des agents fédéraux sans liens locaux. Vous serez protégé. » Everett se pencha en avant. « C'est votre chance de faire ce qui est juste. La seule chance que vous aurez, prenez-la, ou je m'assurerai que le cas de faute médicale soit rouvert et chaque détail devienne public. Je vous ruinerai de toute façon, docteur, de cette façon. Au moins vous avez une chance de rédemption. » O'Neill resta silencieux un long moment. Finalement, il hocha la tête. « Je le ferai. Je parlerai au FBI. Bien ?» Everett lui tendit une carte avec les coordonnées de l'agent spécial Murray. « Appelez-le aujourd'hui. Et docteur, si vous avertissez les Myers de cette conversation, notre accord est rompu. Compris ? » « Compris. » Everett quitta le restaurant sentant une autre pièce se mettre en place. Avec le témoignage d'O'Neill et les preuves de Larkin, le FBI aurait assez pour arrêter les Myers. Mais des arrestations n'étaient pas assez. Il voulait qu'ils soient détruits complètement. Financièrement, socialement, chaque aspect de leur vie démantelé. Cette nuit-là, il initia la phase suivante. Il déposa des plaintes auprès du département du bâtiment de la ville de Chicago pour chaque propriété des Myers qui avait des violations de code. Il déposa des rapports de fraude fiscale à l'IRS basés sur des discrepancies qu'il avait trouvées dans leurs dépôts corporatifs. Il envoya des tuyaux anonymes à des journalistes d'investigation sur le schéma des morts entourant la famille Myers. Puis il attaqua leur argent directement. Utilisant des informations des fichiers de Larkin, Everett identifia les principaux comptes offshore des Myers. Il gardait plusieurs millions de dollars dans des banques aux îles Caïmans et en Suisse.
de l'argent qu'ils avaient volé à leurs victimes au fil des ans. Everett avait des contacts dans l'application bancaire internationale, des relations construites sur 2 décennies de traçage d'argent sale. Il les contacta maintenant, fournissant des preuves que les comptes contenaient des produits de meurtre et de fraude. En 48 heures, les comptes furent gelés en attente d'enquête. Il attaqua de chaque angle simultanément, légal, financier, réglementaire. Chaque action était calculée avec soin pour appliquer une pression maximale tout en restant juste dans les limites de la légalité. Eh bien, principalement dans les limites, certaines de ce qu'il faisait, les menaces, la coercition, les manœuvres financières agressives existaient dans une zone grise. Il s'en fichait. Les Mayer avaient assassiné des gens, ils avaient essayé de tuer son fils et planifié de le tuer. Quelles que soient les lignes morales qu'il franchissait pour les arrêter semblaient triviales en comparaison. Des jours après sa rencontre avec O'Neill, l'agent spécial Murray appela « Nous avons assez dit Murray. Le témoignage d'O'Neill combiné aux preuves de ton fils et aux informations de Larkin nous donne un solide dossier. Rico, nous préparons des mandats d'arrestation pour Howard Meyer, Eunice Meyer, Mohamed Casey et plusieurs autres. Et Diane, nous construisons encore le dossier contre elle. Elle a été prudente pour se garder isolée des meurtres actuels. Mais avec le témoignage d'O'Neill sur son implication dans plusieurs couvertures de décès, nous devrions pouvoir l'inclure dans l'acte d'accusation. Nous exécutons les mandats vendredi matin. Ça nous donne 3 jours pour coordonner avec les forces de l'ordre local et sécuriser les propriétés. Everett, j'ai besoin que tu agisses normalement jusque-là. Ne fais rien qui pourrait les alerter. Je comprends. Je suis sérieux, avec ça si proche. Ne foire pas tout en faisant quelque chose d'imprudent. Everett raccrocha et se permit un sourire. Vendredi matin, dans 3 jours, les Mayer seraient menottés, mais ils n'avaient pas fini. Tandis que les Mayer étaient dans des cellules fédérales, Everett exécuta la phase finale de son plan. Il avait arrangé pour que chaque pièce de preuve sur leur crime, les enregistrements, les documents financiers, les photos de surveillance soient relâchés aux médias. D'ici vendredi après-midi, l'histoire était partout. Les chaînes d'infos câblées diffusaient des segments sur la famille Veuve Noire. Les journaux publiaient des exposés avec des photos des victimes, des chronologies des meurtres, des interviews avec les familles qui avaient perdu des êtres chers. Les Mayer étaient détruits dans le tribunal de l'opinion publique avant même de mettre le pied dans une vraie salle d'audience. Et leur argent, Everett avait arrangé pour que chaque actif soit gelé, ça ici, ou lié dans des poursuites civiles des familles des victimes. Les propriétés étaient placées sous séquestre, les comptes bancaires verrouillés. Même les biens personnels dans leur maison étaient sujets à confiscation d'actifs. Au moment où Everett en eut fini, les Mayer n'avaient plus rien sauf les combinaisons de prison qu'ils porteraient pour le reste de leur vie. 6 mois plus tard, Everett s'assit dans une salle d'audience fédérale et regarda la famille Mayer être condamnée. Howard Meyer, prison à vie sans libération conditionnelle pour 8 chefs de meurtre, plus des charges additionnelles de racket, fraude et conspiration. Eunice Meyer, 40 ans pour conspiration de meurtre et racket. Diane Armstrong, 30 ans pour conspiration de meurtre, fraude et complice de meurtre. Mohamed Casey, 20 ans pour conspiration et obstruction de justice. Dr. Angelo O'Neill reçut l'immunité pour son témoignage, mais perdit sa licence médicale définitivement. Willard Larkin ne fut jamais inculpé. Everett avait tenu sa promesse. Tandis que les sentences étaient lues, Everett sentit la main de Justine sur son épaule. Son fils était revenu du Montana pour le procès, témoignant sur ce qu'il avait découvert et comment il avait été forcé de fuir. Les Mayer ne montrèrent aucune émotion tandis qu'ils étaient emmenés. Diane regarda Everett une fois, ses yeux pleins de haine et quelque chose d'autre. Du respect peut-être ? Ou la reconnaissance qu'elle avait été battue à son propre jeu. Everett soutint son regard sans ciller. Il ne sourit pas, ne se vanta pas, il observa simplement, tandis qu'elle était emmenée pour commencer sa sentence de 30 ans. Dehors du tribunal, les reporters les assaillirent. Everett donna une brève déclaration, remerciant le FBI et le système judiciaire. Il ne mentionna pas son propre rôle dans la chute des Mayer, bien que Murray ait discrètement reconnu que sans l'enquête d'Everett, il n'aurait peut-être jamais construit un dossier. En roulant vers la maison avec Justin, Everett sentit un poids se lever qu'il portait depuis des mois. « C'est fini », dit Justine. « Oui, c'est fini. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant ?» Everett y avait pensé. « Je vends la maison, trop de mauvais souvenirs. Peut-être acheter quelque chose de plus petit, et je pense que je vais changer le focus de mon entreprise, travailler plus avec les forces de l'ordre, les aider à enquêter des cas comme celui-ci. Il y a probablement d'autres familles comme les Mayer là dehors.
d'autres gens qui ont besoin de justice. Ça sonne bien? Papa, et toi? De retour à l'école? En fait, j'y ai pensé. Justine sourit. Peut-être que je pourrais rejoindre ton entreprise. Tu m'as appris beaucoup sur l'enquête. J'aimerais en apprendre plus. Nous pourrions être une équipe. Everett regarda son fils. Plus le gamin effrayé qui avait appelé à 3 heures du matin, mais un jeune homme qui avait montré un courage et une intelligence remarquables sous pression. J'aimerais ça, j'aimerais beaucoup ça. Ils roulèrent dans un silence confortable un moment, puis Justin demanda « As-tu jamais aimé Diane ?» Everett considéra la question « J'ai aimé qui je pensais qu'elle était, mais cette personne n'a jamais vraiment existé. Elle jouait toujours un rôle. Je suis désolé. Ne le sois pas. Elle m'a appris une leçon importante. La confiance doit être gagnée, pas donnée librement. Et les gens qui méritent vraiment notre confiance le prouvent par leurs actions, pas leurs mots. Comme Terry Drake, comme Terry et comme toi, Fiston. Tu m'as sauvé la vie. Je ne l'oublierai pas. De retour à la maison, bientôt son ancienne maison, Everett trouva une lettre l'attendant. Elle était de Terry Drake. Everett, lisait-elle, j'ai entendu pour les condamnations. Félicitations, tu as fait ce que je n'ai jamais pu. Tu les as fait payer pour tout ce qu'ils ont fait. Ma fille m'a appelé après avoir vu les nouvelles. Nous avons parlé pour la première fois en 5 ans. Elle a dit qu'elle est fière de moi pour t'avoir aidé toi et Justin. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est un début. Merci de m'avoir donné une chance de faire ce qui est juste. Même si ça est venu 20 ans trop tard, si tu as besoin de quoi que ce soit, tu sais où me trouver? Terry. Everett posa la lettre, sentant un sentiment d'achèvement. La justice avait été rendue. Les Mayer passeraient le reste de leur vie en prison. Leur réputation détruite, leurs richesses volées, redistribuées aux familles de leurs victimes. Everett avait perdu son mariage, sa confiance en l'amour, 3 ans de sa vie à un mensonge, mais il avait gagné quelque chose aussi. La connaissance qu'il pouvait se battre contre des monstres et gagner, qu'il pouvait protéger les gens qu'il aimait, que même quand le monde semblait le plus sombre, il y avait encore de la justice à trouver. Et le plus important, il avait encore son fils. Tout le reste n'était que bruit. Justine l'appela de la cuisine. « Papa, je fais le dîner. Ta favorite, la recette de maman? De Sarah. Je veux dire, Everett sourit. J'arrive tout de suite. » Il jeta un dernier regard autour de la maison qu'il avait partagée avec Diane, puis ferma ce chapitre de sa vie et marcha vers la cuisine, vers son fils, vers l'avenir. Derrière lui, le passé s'effritait en poussière. Devant, un nouveau début attendait, et Everett Armstrong, qui avait affronté des tueurs en série et gagné, était prêt pour ce qui viendrait ensuite. C'est ici que notre histoire se termine. Partagez vos pensées dans la section des commentaires. Merci pour votre temps. Si vous avez aimé cette histoire, veuillez vous abonner à cette chaîne. Cliquez sur la vidéo que vous voyez à l'écran et je vous verrai. Oh. Oh, it's like the oh wait, guys, is there something back here? Little shop. There is. Okay. I got a slingshot. There's a dead bear. Oh! So you don't make that. Got it. Now you gotta go up to the alligator and hit the alligator. Okay. Hubba. Hoocha. Okay, that's much better. And now. Oh. Let's go. Sorry, I don't mean to. Don't be in those rings, they will annihilate you. Gotcha. Oh, don't suck me. I'm stuck. It's that mob. He's a toad. He sucks you. Gotcha. Oh, the finch. Oops. I didn't get my freaking out. I saw a fish. I for sure just freaking. Oh! Oh! Be taken away! Bye, Spider. Bye.
Oh, dude. Let me up. Oh. Oh, I can't see my eyes. Ugh. Blue. Oh, Yo, little raccoons. The hillbillies. Oh, he stole my bubble. Cool little guys. He's got a gun. Oh my god, he's got a shotgun! He just blasted. He's got a Oh, gun. That was nuts. oh. break those! Don't break those! Don't break those! Ooh, those hot. Okay, I'm gonna drop my key. I'm just gonna carry this. This is so cool. Man, if you ever wanted a break from Guild Wars but still wanted to play Guild Wars, bam! They got it all. It's Chicken. right here. Oh, okay. I'm so glad I can dig while holding my fire pot. Dude. Raccoon King. Oh, dude, look out! Oh, dude, he's got a shockwave! He farted. Oh, Oh god, look out, look out! That's cool. And now we break this one. Dude, I'm loving this. This is so good. Bum 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 ba da da da. Whoop, whoop, whoop. Hey, Dragon, you want to take them across and I will go do glitch? okay. Is this the log flume part? No, not yet. Okay. Oh no, it is the log Yeah, it flume is. part. I see the logs. Okay. All right, it's log Oh. time. Uh-oh. Woo. Oh, I see. You can, in theory, walk across. Oh no, bro. Ow! Fish. Yeah, Oh no, the fish. I'm not feeling too good. Oh! Oh, my face! Let me in! Let me I out! didn't make it. Oh! Oh, okay, I'm saved. Oh, I made it Dragon, no! Dragon, Real no! close, guy. You're getting real close to the Dragon, no! Dragon! Oh, there's an owl in here. Oh, oh. Yeah, the owls will steal one bottle for you every time it hits you, so make sure you don't get hit. Okay, okay. Good thing you missed. Goofy eye game. This is a goofy eye game. Take a Oh. potion, thank you. I'm getting Oh, so I'll bombarded. take a From where? The hillbillies. take another one. Thank you, thank you. No, it's Oh my just an god, I owl, missed the first actually. jump. This is Oh, tragic. my bobble. This is so bad. I'm gonna go Got this inside. dragon. Oh no! Just go shuffle. No, dragon, no! Oh no! Ooh, these owls are trying to mess me up. But I want to cheer dragon on. All right, no more messing around. Ooh. Ooh, ooh. Don't worry, I'm still here.
got you. You got this, dude. If you hide out of sight from them, Sky, they Oh, won't what? hate you. Oh, if you just hide behind like a tree or something. Mm-hmm. See, I got you. Let's go, dude. Whoop, whoop. Oh! Oh my god. Dragon, you can sushi. That was so good. Just freaking blow up. Hey guys. Hey. Oh man. Oh, I missed. What are you doing with that? Is that the thing that lights everything on fire? Yes. I don't want that near My me. fingers are away from the keys. Okay, good. Cheese? Oh, it was cheese. Nice. Thanks, dude. I love cheese. We are going to take the portal up. Alright, so for Okay. these, you have to jump across these boards and try to get to that ground section that are 2 boards over. And then you have to continue all the way across. Ah, I see. I think I actually hate that. I love it. Let's go. There is an ulterior route on the second to last board. Uh, Could you get us oh, that there we first go. one? Thank you. This one right here? Oh, If you Uh-oh. missed, that's fine. That's fine. We're gonna go down to the next section. Okay. Oh wait, I want Now we're doomed. We're gonna go into this platform of rocks ahead of us. Okay. I missed. Woo. I cannot replay that right now. log. I'm pretty sure it Oh. played though. I heard it. Whew. Oh, that's kind of neat. Oh, there's I a went to little a- salmon. Oh, Oh, goodbye. oh, Goodbye, man. friends. Wait, where'd I Oh, go there's a from little secret here? Back here. Dab went to where you need to go. So on the next one down behind you, Sky, Yeah. you're gonna jump on it and run towards the wall. I angered the bears. They're firing missiles at me. The waterfall? Mm-hmm. Oh, okay. And fight for your lives. You wanna be able to Oh. Wow, I walked right into I'm death. going to- Oh. I'm gonna freaking parry. Oh my god, I'm getting stun locked. Let me out. Oh. Oh, Oh. I can't move. I can't I'm back. I'm back. I can't.